Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Xavier Noël, responsable du pôle culture scientifique et technique du CNAM Pays de la Loire. Donc, bienvenue pour cette dernière conférence, Le goût de l'avenir de la saison. Pour ce soir, alors d'abord, oui, rappeler que ce cycle de conférences avait pour axe cette année Apprendre pour demain. Donc ça avait pour but d'interroger des modes d'apprentissage ou des questions autour de nos façons d'apprendre. Et donc pour ce soir, il nous a semblé intéressant de questionner finalement la représentation à partir des pédagogies ludiques ou de la ludopédagogie. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on traite ce sujet-là? C'est parce que, par exemple, les serious games, alors serious game, c'est un oxymore, c'est ça, c'est-à-dire qu'on dit une chose et puis l'inverse en même temps. Donc les jeux sérieux, ça a démontré son utilité, ça a fait parfaitement ses preuves en matière d'apprentissage. Mais du coup, dans ces jeux sérieux, il faut interroger la réalité, puisqu'on traite par exemple des questions qui sont relatives au travail, et donc comment est-ce qu'on représente la réalité ou comment on ne représente pas tout à fait la réalité. C'est donc ce que nous avons choisi de traiter ce soir. Surtout qu'il y a certaines questions pour lesquelles, en apprentissage, en entreprise, eh bien justement, on utilise le jeu sérieux précisément parce que ça permet de faire un pas de côté par rapport à des questions qu'il serait sinon trop difficile de traiter de façon directe. Alors, pourquoi pour traiter de ces questions, donc nous avons deux éminents spécialistes, donc même trois spécialistes, parce qu'il y en a qui est à distance. Donc, il y a Julien Alvarez. Alors, donc, Julien a une carte de visite, c'est pour ça que j'ai un grand papier, une carte de visite impressionnante. Donc, professeur associé rattaché à la communauté d'universités et des établissements Hauts-de-France, c'est ça. Vous êtes aussi à l'École supérieure de professorat de l'éducation, donc SP, on dit ça SP, à la Serre numérique, donc ça c'est à Valenciennes. Alors c'est l'ESP de Villeneuve-d'Ascq. Ah c'est d'accord. Et la Serre numérique est à Valenciennes. Voilà, vous êtes aussi au laboratoire des sciences de la communication d'Evisu, donc là c'est l'université de Valenciennes. Et puis vous êtes président de Ludosciences. Alors Ludosciences c'est une association mais qui porte un laboratoire de recherche et développement qui est dédié en fait à l'étude du jeu vidéo et du serious game, justement. Voilà, j'en oublie peut-être, mais en tout cas, voilà, vous allez vraiment avoir des choses à nous dire au regard de toutes ces expériences. Et puis François Calvez, donc François Calvez est directeur du pôle pédagogie et digitale du CNAM Pays de la Loire. Et en fait, donc c'est le pôle qui accompagne un certain nombre d'enseignants du CNAM, qui sont souvent des professionnels, et donc accompagne les enseignants et puis aussi réalise des serious games, a réalisé avec ses équipes plusieurs serious games, donc il nous en parlera. Voilà. Et puis nous avons aussi demandé à François Jourde d'introduire quelques notions au travers d'une courte vidéo qui ouvrira le propos. Donc François Jourde est à Bruxelles, mais voilà, il a tourné une petite vidéo pour nous. Donc en fait, François Jourde, il est professeur de philosophie et il est à l'école européenne Bruxelles 1. Et donc, il évoquera parmi plein de notions, notamment la notion de vraisemblance en opposition au réalisme. Donc, on voit bien que c'est parfaitement dans le sujet. Alors, avant de commencer, je voudrais aussi remercier, bien sûr, le lieu unique de nous accueillir de nouveau. Le lieu unique a accueilli l'ensemble des conférences cette année. Donc on est bien sur le projet du lieu unique de s'ouvrir vers l'enseignement supérieur sur le territoire et puis bien sûr de favoriser des débats. Donc on est bien dans ces préoccupations d'être dans l'apprendre. Aussi, je remercie la région Pays de la Loire qui apporte son soutien à ce cycle de conférences et puis la ville de Nantes. Alors pour cette soirée, voilà comment ça va se dérouler. Donc il va y avoir d'abord la vidéo de François Jourde, ensuite deux interventions qui vont se succéder d'environ 25 minutes, et puis bien sûr nous aurons un temps d'échange, vous pourrez poser vos questions, on fera circuler le micro. Donc voilà comment ça va se dérouler. Donc bonne soirée à toutes et à tous, et à vous. Qui commence parmi les deux? François Jourde.
Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous parler à distance depuis Bruxelles pour ouvrir cette journée d'études au CNAM. Alors, je vais parler ici de virtuel, de réalité, un peu de jeu, poser quelques questions, poser quelques points de cadrage. D'abord pour vous dire que le réel, vous rappeler que le réel, c'est l'ensemble de tout ce qui est et de tout ce qui arrive. Mais le problème, c'est que cet ensemble-là n'est jamais saisi comme tel, il n'est jamais perçu comme tel. Michel de Montaigne nous le rappelait brillamment dans ses essais en disant par exemple que nous n'avons aucune communication à l'être. Nous n'avons aucune communication à l'être, donc nous n'avons pas accès au réel comme totalité. Simplement, nous percevons des réalités, oui, des phénomènes, des réalités phénoménales, des choses qui nous apparaissent. Le réel reste un horizon inatteignable pour nous, mais nous pouvons avoir accès à des réalités phénoménales. Alors ces représentations, bien sûr, sont influencées par toute une série de facteurs, par notre nature perceptive, biologique, par notre histoire personnelle, culturelle, par notre environnement aussi, social et culturel, et aussi par nos techniques. Oui, parce que notre environnement technique, nos appareillages influencent notre perception du réel, autrement dit, influencent la façon dont le réel nous apparaît. De sorte que toute grande révolution technologique est aussi une grande révolution dans la manière dont nous apparaît le réel, dont nous apparaissent les phénomènes. Et aujourd'hui, particulièrement, on peut dire que la virtualité fait partie intégrante de la manière dont le réel nous apparaît, de la manière dont les choses nous apparaissent. Nous sommes désormais habitués à la simulation par des interfaces informatiques. Nous sommes habitués à voir les choses et les simulations comme des choses à travers les écrans. Cette habitude est telle que la spécialiste des médias, Sherry Turkle, a pu dire dès 1995 que nous sommes habitués à voir le réel à travers les interfaces. Alors en anglais, il y a un jeu de mots qui fonctionne mieux qu'en français, puisqu'elle écrit « We have learned to take things at interface value ». Alors en anglais, « to take things at face value », ça veut dire prendre pour argent comptant. Et ici, « interface value ». Autrement dit, nous avons pris l'habitude de voir le réel sous l'angle des interfaces. De sorte que les interfaces numériques sont pour nous une nouvelle matrice d'apparition du réel. Je reprends ici une terminologie et des analyses brillamment développées par Stéphane Vial, philosophe, spécialiste du design et spécialiste du numérique, notamment dans son ouvrage « L'être et l'écran ». Et de fait, aujourd'hui, on voit bien que les images numériques ont perdu cette aura cyber, presque métaphysique, vertigineuse qu'elles avaient au début. Ces images se sont largement banalisées et elles nous accompagnent quotidiennement. Alors pour le dire autrement, nous sommes entrés de plein pied, désormais, dans une culture de la simulation. Et dans cette culture, nous n'avons pas de peine à substituer la représentation à la chose elle-même, ou à prendre la représentation comme une chose même. Pour le dire autrement, notre rapport à la simulation numérique n'est pas affecté d'un coefficient, ou n'est plus affecté, ou en tout cas pas pour les nouvelles générations, d'un coefficient d'irréalité, comme ça a pu être le cas auparavant. Michel Serres, à sa manière, le formule aussi, en nous rappelant que pour lui, pour sa génération en particulier, la nôtre un petit peu, à la différence de celle de petites poussettes, celles qu'on appelle les digital natives, eh bien l'ordinateur reste comme un outil, un rapport d'extériorité, alors que la nouvelle génération pense et vit dans l'ordinateur, dans le numérique, dans le digital, dans les interfaces. Il y a bien sûr une grande vertu des simulations aussi, une grande vertu épistémique, une grande vertu en termes de connaissances. Les simulations sont aussi des modélisations du réel, et la modélisation est un intermédiaire indispensable pour comprendre le réel. On le voit dans l'histoire des sciences, et dans les sciences elles-mêmes, c'est ce que le philosophe épistémologue Karl Popper rappelle très bien, lorsqu'il dit qu'on peut considérer que la science est un art de la sursimplification, écrit-il, l'art de faire des modèles, c'est-à-dire l'art de savoir omettre avantageusement certains éléments du réel. Et c'est ce que propose une simulation, justement. En cela, par sa douceur informatique, pour reprendre ici un couple de notions de Michel Serres, eh bien la douceur de la simulation peut nous faire mieux comprendre le dur du monde. Autrement dit, le virtuel est une voie d'accès au réel, sans compter que le virtuel a une forme de réalité. Il n'est pas de l'irréel. Un dernier mot peut-être, s'agissant des jeux vidéo, on peut considérer que la question du réalisme n'est plus importante, n'est plus vraiment importante, n'est plus première. Et on devrait peut-être faire une distinction entre la vraisemblance et le réalisme.
En effet, dans l'univers des jeux vidéo, et donc peut-être aussi dans les jeux d'apprentissage, il n'y a pas tellement une demande de réalisme, mais plutôt une demande de vraisemblance. Ce n'est pas le réalisme ni l'hyper-réalisme qui motive, qui engage. D'ailleurs, pour reprendre l'expression de Jean Baudrillard, le réel n'a jamais intéressé personne. Ce qui intéresse, c'est l'expérience et l'engagement, permis par un univers vraisemblable, c'est-à-dire un univers cohérent, cohérent en termes de gameplay. C'est ici l'importance des règles, l'importance de la qualité d'usage, l'importance de l'expérience, le caractère agréable de l'expérience, la socialisation associée au jeu, et au fait que l'action est cohérente dans le cadre des règles du jeu. Pour le dire autrement, le fun vaut plus que le réalisme. Donc pour nous résumer, l'opposition virtuelle-réelle ne tient plus vraiment dans le cadre de l'expérience civilisationnelle contemporaine du numérique, c'est-à-dire dans le cadre d'une culture, d'une civilisation de la simulation, dans le cadre aussi d'un métissage et d'un croisement intime du doux et du dur, de la simulation et du réel, et aussi dans la perspective où la simulation est une médiation qui peut nous permettre de saisir davantage le réel et qui peut aussi compter pour elle-même dans sa vraisemblance. Je suis loin de vous, mais avec vous durant cette journée, que je suivrai avec plaisir à travers les réseaux sociaux et la longue traîne qu'elle produira. Merci. Donc je vais poursuivre. François Calvez, donc moi je suis directeur, comme le disait Xavier, du pôle pédagogie et digital. Et donc je vais rebondir sur les propos de François Jourde, donc sur cette notion de vraisemblance, de réalisme, d'engagement, d'expérience, et notamment dans les jeux vidéo, et plus particulièrement dans les serious games. Donc, puisque nous avons réalisé dans ce pôle un certain nombre de serious games pour les entreprises et les organisations sur des thèmes divers et variés. Et on a étudié globalement ce que ça produisait comme effet auprès des personnes qui jouaient en termes de rapport à cette réalité et donc rapport à l'engagement. Et tout ça pour essayer d'apprendre quelque chose au plus proche d'une réalité simulée. C'est pour ça que mon intervention porte sur le thème un serious game en vidéo. On verra que c'est quelque chose de très spécifique puisqu'on fait appel à des comédiens et des comédiennes professionnelles et non pas des images de synthèse. Donc un choix pour une expérience de jeu au plus proche d'une réalité simulée. Et donc c'est questionner au travers de cette simulation cette expérience et l'engagement des joueurs et des joueuses. Donc c'est un retour d'expérience très, très pratique. Tout d'abord, c'est de qualifier ce qu'est un serious game, parce que tout le monde n'a pas forcément cette culture. Donc c'est assez simple, hein, c'est tout simplement d'aller chercher les ressorts ludiques qui fonctionnent bien dans les jeux vidéo, les règles du jeu, la jouabilité, donc un scénario de jeu, de le croiser avec un scénario pédagogique, et tout ça au service d'une thématique sérieuse. Donc un serious game pédagogique, c'est ça en gros la définition. Il existe différents types de serious games. Il y a aussi des advert games, donc plutôt, donc il y a beaucoup d'anglicismes, des serious games qui sont dans le domaine du marketing. Donc il en existe un certain nombre en termes de classification. Ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est bien à des fins pédagogiques et à des fins d'apprentissage. Donc là, je vais prendre un exemple parmi une série de 4 jeux que nous avons réalisés qui portent sur la responsabilité sociale des entreprises et des organisations. Donc des jeux qui forment, qui permettent de vous confronter à un regard sur la question du handicap au travail, la question de la relation intergénérationnelle et de la coopération intergénérationnelle au travail, la question de l'égalité femmes-hommes au travail, et puis le dernier qui vient juste de sortir, diversité culturelle au travail, qui traite de la discrimination liée à l'origine réelle ou supposée, le fait religieux au travail et également la coopération interculturelle. Voilà, donc moi je vais me focaliser pas mal sur le premier, handicap au travail, et vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on a pu constater, mais une étude a été faite systématiquement après chaque jeu sur qu'est-ce que ça produit en termes d'effet sur les joueurs et en termes d'apprentissage. Donc tout ça, c'est aussi une démarche de recherche-action, pas au sens universitaire du terme, mais au sens de praticien, concrètement ce qu'on fait, est-ce que ça sert à quelque chose et qu'est-ce que ça produit.
Donc tout d'abord, l'objectif de cette série, c'est d'accompagner donc les entreprises. Donc on accompagne, comme disait Xavier tout à l'heure, nos formateurs sur la pédagogie et sur l'usage du digital dans leur pédagogie. Mais on a aussi un rôle d'accompagnement des organisations, des entreprises, des rôles de conseil et de formation, et notamment au travers de ces Serious Games. Et donc la démarche de ces Serious Games, c'est de faire évoluer de façon ludique les représentations et stéréotypes sociaux. Donc c'est confronter votre propre regard à vous, joueurs, sur ces questions-là, et de voir comment on fait évoluer individuellement et collectivement ensuite les lignes pour mieux travailler ensemble, source de performance dans les organisations. Donc c'est vraiment l'objet du jeu, c'est de vous faire confronter votre propre regard, votre propre culture et construction sociale sur ces sujets-là. Donc c'est important pour la suite en termes justement d'expérience vécue et d'engagement sur cette thématique. Et donc en quoi l'expérience vécue vous engage et confronte votre regard. C'est bien ça la question. Alors pour comprendre un peu plus le propos, je vous propose un petit teaser vidéo de quelques minutes. Donc il fait 2 minutes qui vous montre en gros ce qu'est le jeu. Vous ne verrez pas le gameplay, je vous le présenterai juste après, mais qu'on comprenne un petit peu plus. 15 jours que je suis au service communication de cette entreprise et je dois organiser un salon professionnel impliquant mes collègues. Il m'arrive un truc incroyable. Mon prédécesseur a bidouillé le système informatique. Du coup, j'ai accès aux webcams de mes collègues sans qu'ils ne le sachent. Et du coup, moi, je lui disais, c'est cool, quoi, on va être 5 cette année pour le salon. Et c'est là que Jean a annoncé son handicap. Ça a dû jeter un de ses froids. Déjà que l'année dernière, c'était pas facile, mais alors là, avec un handicapé dans l'équipe, c'est pas gagné. C'est même pire que l'année dernière. Parce que là, ça va nous donner plus de boulot. Puis moi, le handicap, ça me concerne pas. Tu vois, depuis qu'il m'a annoncé son handicap, j'ai presque pitié de lui. Oh. Mais si, par contre, non. J'admire son courage. Si ça se trouve, c'est des conneries, ça. C'est juste un tir au flanc qui veut se la couler douce sur le salon. Mais pourquoi il y a des gens... il va falloir qu'on l'aide à s'intégrer. Peut-être qu'avec son handicap, il est dépendant de nous et du coup, il va devoir compter sur nous. Ah bon? Et tu sors ça d'où, toi? C'est vrai qu'il vient jamais avant 10h30. Super l'avantage, c'est le neveu du patron, quoi. Mais si, un coup pour se la couler douce, un fauteuil ergonomique. Pourquoi pas un canapé panoramique tant qu'on y est? Écoute, tu sais quoi? Je te propose. Tu te reposes tranquillement. Moi, j'arrive, je finis le travail. Mon handicap me rend pas impotent pour autant, hein? Parce que moi, j'ai pas vu d'où il était handicapé. Mais moi non plus. Ça doit être dur pour lui, quoi. C'est pas possible pour avoir un fauteuil comme ça. Oh, puis il tourne en plus. Dans tous les cas, on embauche quelqu'un pour ses compétences. Ouais, enfin, j'espère que cette année, ce sera mieux organisé que l'année dernière. Parce qu'avec les contraintes personnelles de certains, et surtout certaines, moi, je pense qu'on tape l'expérience pour pâtir. Et là, c'est deux comportements que je Dans tous les cas, on embauche quelqu'un pour ses compétences. Les gens qui ont pas de Donc on est bien sur un jeu qui fait appel à des comédiens et des comédiennes donc, professionnels. Donc c'est un jeu qu'on a construit totalement dans son contenu, dans sa programmation, dans son tournage. Donc c'est un serious game, une série de 4 serious games fait maison. Et donc vous avez un avatar dans ce jeu. On a vu tout à l'heure, c'est un jeu dont vous êtes le héros et l'héroïne. C'est-à-dire que c'est un jeu qu'on appelle en première personne. C'est-à-dire, c'est un peu comme les jeux vidéo, vous voyez le bout du fusil, par exemple. Donc vous êtes à la place de la caméra. Là, c'est la même chose. Donc c'est tourné effectivement avec une caméra, mais la caméra, ce sont vos yeux. Et il y a une voix off d'un avatar, qui est votre avatar, qui a un prénom ici, c'est Anne. Et donc cette personne, vous pouvez la faire parler. Et donc c'est votre voix. Donc il y a vraiment une notion d'expérience de jeu en première personne. Et ça, c'est important. Et ce qu'on a pu observer en tous les cas, donc je vous ai mis quelques références scientifiques en dessous à chaque fois qui font référence à ces notions. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'à 80-90% des cas,
sur des cohortes. Il y a vraiment des cohortes de joueurs. Cette étude, à chaque fois, elle ne porte pas sur 5-10 personnes. On est vraiment sur un panel très important de joueurs. On a vraiment un sentiment majoritaire, grâce à cette notion de première personne et de caméra immersive, de faire partie de l'équipe et d'être à la place de l'avatar. Donc un premier élément, en tous les cas, d'engagement et d'immersion dans une réalité simulée, c'est cette notion d'identification à un avatar dans ce type de jeu. Le jeu, après, il y a toujours un point de vue, un super pouvoir qui fait jeu, parce que sinon c'est pas très ludique. Et donc là, on s'est inspiré pour cette série Secret Cam, caméra secrète, du concept du film que vous avez dû voir, donc d'Alfred Hitchcock, donc Fenêtre sur cour, qui est le thème du voyeur, et donc la possibilité de voir et d'entendre au travers des webcams des collègues. Alors pas du tout moral, c'est clair, hein, mais c'est un jeu, donc c'est pas très grave, et puis c'est pas malveillant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour la construction de ce jeu, on a une approche anthropologique et sociologique, c'est-à-dire qu'on va questionner des salariés des organisations, on a des entreprises qui sont partenaires également pour la conception de ces jeux, sur cette question du rapport au handicap dans les entreprises et les organisations. Et donc, on rencontre 40 personnes, donc c'est des entretiens d'1 heure qui sont enregistrés, anonymes, et on construit. On a après une foultitude d'informations et on construit à la méthode du design des personas. Donc on construit nos personnages du jeu qui vont incarner certains stéréotypes sociaux et qui vont les porter dans le jeu et qui vont du coup, le but c'est de faire miroir avec certains stéréotypes que vous pouvez avoir également. Et ce qui est important, pourquoi je dis ça, c'est parce que dans le off, dans cette intimité, les gens nous livrent un certain nombre. Alors, il y avait évidemment des personnes handicapées, dedans, tout type de handicap. Les gens nous livrent une réalité sociale, une réalité au travail qui n'est pas du tout politiquement correcte. Ça veut dire qu'il y a vraiment le comportement qu'on peut avoir politiquement correct parce que il est handicapé, voilà, c'est pas de sa faute. Donc il y a un comportement, je dirais, politiquement correct, et il y a la réalité des comportements, la réalité de ce que l'on pense tout bas. Et il y a une similitude entre ces entretiens qu'on a pu faire, donc dans cette intimité où nous sont révélés des points de vue et de discrimination, de stigmatisation vécue au quotidien par les personnes en situation de handicap, et cette notion de caméra secrète qui permet du coup de faire tomber les masques, c'est-à-dire que ce concept de jeu permet de faire dire aux comédiens et aux comédiennes ce qui nous a été dit dans l'intimité, en dehors de toute bienséance sociale. Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos. Hein. Donc, ça permet de faire tomber les masques et de faire dire à haute voix ce qui pose problème, ce qui est dans la réalité du travail vécu. La plupart des personnes handicapées qui ont joué au jeu a posteriori nous ont très clairement fait état que c'était ce qu'ils vivaient systématiquement, donc au quotidien. Il n'y avait rien, donc on n'a rien inventé en fait. Tout dans le jeu part de la réalité. Et puis évidemment, il y a aussi une réalité sociale, scientifique. Donc on s'inspire et il y a des chercheurs qui nous ont accompagnés aussi pour bien valider tous nos contenus. Donc tout ça pour dire que c'est important de choisir le média, le game design qui est au service de l'expérience. C'est-à-dire que là, cette notion de caméra secrète, l'impression d'être voyeur et d'entendre des choses qui ne sont pas politiquement correctes, voilà, ce concept de jeu est au service de l'expérience voulue, où à un moment donné, on ne fait pas un jeu qui serait, je dirais, insipide, politiquement correct. Donc il faut trouver ce qui permet de pouvoir faire exprimer, au travers de l'expérience de jeu, ce que l'on veut exprimer. Voilà, donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas un game design n'importe comment. Il faut vraiment qu'il soit au service de l'expérience. Alors après le jeu, je passe très rapidement parce que c'est pas ça qui est plus important. Donc vous avez du coup la possibilité de communiquer. Vous avez des missions qui sont bien des missions de travail. Il ne s'agit pas d'intégrer le pauvre collègue handicapé. Ça serait
Si c'était ça la mission, ce serait la première forme de stigmatisation. On accueille une personne avec des compétences et non pas une personne en situation de handicap. Donc c'est donc un attribut particulier d'une personne. Et donc vous avez la possibilité, dans cette mission de travail donc collective, où vous devez embarquer pour une mission. Là, il s'agit d'installer un stand. Vous êtes dans un service communication, vous avez un salon à organiser, et vous communiquez avec vos collègues, soit par mail, soit par téléphone, soit par webcam, pour pouvoir collectivement agir et construire une tâche. Et il va se trouver que les fameux stéréotypes portés par chaque personne vont freiner la progression dans le jeu, parce que les stéréotypes vont se mettre en action dès que Jean, le personnage qui est en bas, va exprimer son handicap non visible. Et donc, du coup, vous allez avoir une crispation, et les stéréotypes vont faire qu'il va y avoir des difficultés à travailler ensemble. Et vous joueurs, vous allez devoir composer avec ça, avec les personnalités, avec les stéréotypes des personnes, pour faire en sorte que les personnes travaillent ensemble. Sachant que si vous utilisez le mail, là, vous allez être en secret cam, c'est-à-dire que vous allez demander quelque chose à quelqu'un, vous allez voir sa réaction, mais la personne ne sait pas qu'elle est vue ni entendue. Si vous utilisez le téléphone, la personne, elle sait qu'elle a entendu, mais elle ne sait pas qu'elle est vue. Elle cache son combiné pour dire des choses en off, mais vous l'entendez. Et puis, si vous utilisez la webcam, voilà, c'est comme si vous étiez déplacé, vous êtes en visioconférence, donc il n'y a pas d'effet secret cam. Donc, c'est de composer dans le jeu entre votre mission. Vous allez comprendre petit à petit comment réagissent les gens vis-à-vis des différents stéréotypes, et puis ces différents médias. Qu'est-ce qui est le mieux pour communiquer et atteindre votre objectif? Donc vous avez 2 jauges de jeu qui est votre propre stress dans la conduite de votre action. Vous devez organiser le salon et y parvenir. Et puis votre code de popularité, c'est comment vos collègues vous perçoivent. Le but du joueur, pas du jeu, c'est d'arriver à la fin du jeu avec une cote de popularité maximum et une jauge stress minimum. Donc voilà, après il y a des jokers, il y a d'autres façons d'apprendre, mais je détaille pas. C'est surtout l'expérience vécue qui importe, mais c'était bien d'expliquer le lien entre ce concept de jeu Secret Cam et l'expérience de jeu qui est vécue. Alors déjà, on peut se poser la question, choix technologique, vidéo versus image de synthèse. Donc on y reviendra tout à l'heure avec Julien. Vous allez voir que ça devient de plus en plus compliqué, cette question-là, vous verrez. Mais en tous les cas, il nous semblait pertinent pour faire passer des sentiments humains et pour rechercher une émotion et convoquer un effet miroir, d'aller chercher des comédiens et des comédiennes professionnelles plutôt que d'aller chercher des images de synthèse, parce qu'avec nos moyens, CNAM Pays de la Loire, eh ben, on n'aurait pas fait des jeux que peuvent faire Ubisoft ou d'autres. Et donc il y aurait eu effectivement un certain décalage entre l'expérience recherchée, donc simulation d'une réalité. Si on avait voulu vraiment simuler la réalité avec des images de synthèse pour convoquer l'émotion, je pense qu'on se serait loupé. Et l'étude a montré que le fait que ce soit des comédiens, des comédiennes, des personnages réels, ont fait qu'il y avait vraiment un sentiment d'immersion dans l'équipe, et on retrouvait donc en termes de comportement, d'émotion, de sentiments, on arrivait à être au plus proche d'une réalité simulée. Ça, c'est le premier point. D'autre part, ce n'est pas anodin. On s'adresse à qui pour ces jeux vidéo? On s'adresse à tous les publics. Ce n'est pas des gens qui sont des spécialistes des jeux vidéo, qui ont l'habitude des images de synthèse, des codes des jeux vidéo. Donc il fallait trouver un gameplay et une expérience de jeu qui parle à tout le monde, puisque nos publics cibles, ce sont tous les salariés des organisations, quel que soit leur âge, quelle que soit leur culture, quelles que soient leurs compétences numériques ou leur culture numérique ou culture du jeu vidéo. Du coup, la vidéo était un média universel, donc c'est un choix anthropologique qui permettait de toucher ce large public. Au final, on n'a pas de personnes qui nous ont dit on ne s'y retrouve pas en fait dans le jeu, parce que justement il y avait ce média qui était assez universel et assez commun aujourd'hui. Donc ça, c'est important aussi de bien choisir le média et pas d'aller chercher de l'image de synthèse, parce qu'aujourd'hui, on fait de l'image de synthèse. Quand on a démarré, c'était en 2011, le premier jeu, on est allé voir la communauté des serious games, la communauté des jeux vidéo, parce que on voulait apprendre, hein, on n'était pas encore des spécialistes à cette époque.
Et on nous a regardé avec des yeux comme ça, on dit mais faire de la vidéo en 2011, à l'époque des jeux vidéo, des images de synthèse, mais c'est ringard, quoi. Et a posteriori, cette communauté-là nous a dit c'était un bon choix. Donc ça a été, il a eu des prix, ce jeu-là. Il a été encensé à la fois par communauté du handicap, communauté éducative et communauté des jeux vidéo. C'est-à-dire que c'était un bon choix par rapport à l'expérience recherchée. Donc il faut faire attention à ça, à pas souvent on pense techno, alors que c'est pas la techno qui est importante, c'est qu'est-ce que je veux que les personnes vivent comme expérience au service en l'occurrence ici, de l'apprentissage, c'est-à-dire de confronter mes propres stéréotypes sociaux avec ceux qui sont convoqués dans le jeu. Là, je l'ai déjà évoqué, cette notion de registre émotionnel. Ce qu'on cherche, c'est cette similitude. Donc là, je me fais référence à un chercheur, à 3 chercheurs, Sanchez, Ney et Labatte, qui parle de favoriser l'apprentissage par l'immersion dans une situation pour laquelle il existe une référence dans le monde réel. C'est-à-dire que ça fait écho. C'est à un moment donné, ce qu'on me propose, comme on a tiré notre jeu de la réalité en allant questionner les gens, en observant, on n'a rien inventé, forcément à un moment donné, vous allez vous retrouver dans le jeu, au travers des personnages, vous allez vous retrouver sur des stéréotypes que vous avez vous-même incarné, même si c'est pas bien, mais j'ai pensé ça. Ouais. Voilà, j'ai réagi comme ça spontanément face à cette situation de handicap, et c'est pas bien, j'aurais pas dû réagir comme ça, mais n'empêche que j'ai réagi comme ça. Donc ça vous questionne, et donc on va chercher cet effet miroir, et ça fonctionne assez bien, de confronter ses propres schèmes de pensée avec ceux qui sont proposés, convoqués dans le jeu, de façon à ce qu'il y ait cet effet miroir où ça vous questionne. Et ce qu'on a pu observer, c'est que certaines personnes se retrouvaient complètement dans certaines situations, et d'autres au contraire, donc ça on n'a pas pu l'observer, mais nous disaient le jeu, ça serait un petit peu la Madeleine de Proust, remonterait à la surface si je me retrouvais dans une situation. Je pensais que j'aurais pu le gérer assez simplement, mais finalement je m'aperçois que c'est pas si simple, cette question du rapport au handicap, et donc ça me donne un certain nombre de clés où je peux m'entraîner sans risque humain en termes de relations, donc quitte à me tromper, mais au moins je me questionne sur cette question de ma relation à cette question du handicap au travail. Après, j'aurais plein d'exemples aussi de phrases de gens qui ont vraiment réagi, mais je pense que j'ai plus beaucoup de temps, il me reste 5 minutes. Donc on pourra revenir sur les questions et les débats après. Après, ce qui est intéressant également, donc on a vu qu'il y a une proximité de la réalité avec la vidéo, avec une émotion, avec des comédiens professionnels, avec un avatar et une expérience en première personne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que le jeu produit a posteriori, parce que certes, il y a une expérience, alors on le fait soit en individuel, soit collectivement. Là, on aurait pu jouer au jeu collectivement, et les choix, on les aurait fait à main levée ou par application smartphone. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui se passe après. Parce qu'on peut passer à côté d'un certain nombre de représentations, parce que je n'ai pas envie de voir, parce que je ne me rends pas compte de ce qui est en train d'être dit. Et c'est bien, comme dans tout apprentissage, la confrontation des regards a posteriori. C'est bien dans la confrontation avec l'autre, dans les conflits cognitifs, qu'on arrive ensuite à faire bouger les lignes encore plus, parce que donc, on arrive à co-construire un savoir dans l'échange a posteriori. Je ferai référence à une personne qui, spontanément, quand elle a joué au jeu, a dit, pour elle, disait moi je me suis bien amusé, c'était bien, je comprends bien la problématique du handicap et j'aurais aucune difficulté à accueillir un collègue handicapé dans mon entreprise. Et puis quand on commençait à questionner sur la question du handicap non visible, et pour autant c'est très clair dans le jeu, vous voyez, il y a le personnage là qui dit à un moment donné, mais est-ce que c'est pas un tir au flanc qui nous fait bosser parce qu'on ne voit pas d'où il est handicapé. Pour autant, c'est dit dans le jeu, mais à un moment donné, elle s'est questionnée sur le même niveau, le même registre, en disant ah ouais, mais attendez, non, il faudrait quand même qu'il se justifie parce qu'on ne sait pas, c'est vrai ce qu'il dit le personnage là dans le jeu, on ne sait pas ce qu'il a. Donc c'était simple pour elle, et dans le débat, à un moment donné, finalement, elle se questionnait sur la question de la légitimité, ce qui est assez lourd, hein, il y a quand même des lois autour de ça. Donc le débat
a permis de commencer à faire bouger les lignes et à se questionner, alors qu'il vaut mieux se questionner en amont plutôt lorsqu'on est confronté avec l'arrivée d'un collègue en situation de handicap, où ça peut faire des dégâts en termes de relations. Donc là, ce qu'on a pu observer, et ce sera la fin de mon propos, le jeu vidéo libère la parole a posteriori, c'est-à-dire un peu comme au théâtre où, vous savez, on met une perruque et on est désinhibé parce qu'on n'est plus nous-mêmes, donc on s'autorise à être quelqu'un d'autre et de façon plus naturelle. On a pu observer très clairement qu'en 1 minute chrono, il y avait une expression libérée sous couvert des personnages du jeu. Ça veut dire que puisque les gens dans le jeu s'autorisent à dire des choses qui ne sont pas politiquement correctes, mais que je peux penser, je m'autorise à le dire en débat, en disant « Ah, quand même, ce qu'il dit Simon, c'est pas totalement faux quand même, ça pose question ». Et donc, sous couvert du personnage du jeu, je peux exprimer un certain nombre de choses, et justement, ce qui pose problème dans les relations au travail sur cette question-là. Et ça, on a pu l'observer sur les 4 thématiques, qu'effectivement, il y avait un jeu qui libérait la parole, donc sous couvert des personnages. Voilà, tout ça pour dire en conclusion, c'est que la technologie retenue et l'expérience proposée, elles doivent être au service de l'objectif pédagogique visé et de l'expérience que vous voulez faire vivre. Après, peu importe si c'est du réalisme, de la vraisemblance, mais en tous les cas, il s'agit d'être au plus proche d'une expérience qui, donc du coup, vous touche personnellement et collectivement et évite de se retrouver dans une situation réelle qui peut être catastrophique en termes de relations. Voilà, merci. Bonjour à tous. Donc en fait, on va faire un petit jeu pour commencer. On va regarder une petite vidéo et puis vous allez me dire si vous ressentez des émotions et lesquelles vis-à-vis de la vidéo que vous allez voir. Donc, on y va. Hello, I'm Siren and I'm a digital human. I was created by an international team of artists and engineers who wanted to challenge our ideas of what a synthetic human could be. I've got state-of-the-art real-time graphics and an unprecedented level of detail in my eyes, skin and hair. Cool, right? But I'm more than just a collection of fancy pixels. I'm actually being driven by a real human actress and her dynamic motion capture through Unreal Engine. So what are you waiting for? Come meet me at the Vicon booth and see for yourself. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant cette petite vidéo? Oui. J'ai ressenti une confusion au niveau des émotions sur son visage. Oui, c'est-à-dire quelque chose qui fait plutôt non, je ne viendrai pas. D'accord. Donc une forme de rejet? Non, c'est juste comme si son ressenti au niveau visage ne correspondait pas forcément avec ses mots. Il y avait un moment de malice. D'accord. Donc des propos qui ne seraient pas honnêtes. Les propos ne correspondaient pas avec l'expression de son visage. D'accord. Comme si c'était vraiment un robot. Oui, une dissonance. Une dissonance. D'autres remarques? Oui, je sais pas. Oui. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit, donc ça m'a déconcentré. D'accord. Alors c'est pas grave. Le fait de ne pas avoir compris, c'est juste au niveau émotion. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ce personnage? Automate un peu? D'accord, c'est intéressant. D'autres remarques? Alors, oui? Je trouvais que c'était plutôt bien fait. Oui? Donc, elle expliquait qu'elle n'était pas réelle, mais enfin, on a l'impression qu'elle l'est. Oui? Oui, donc en fait, donc vous dites que c'était plutôt pas mal. On sent que c'est une performance en fait. Le personnage n'est pas réel, mais c'est plutôt bien réalisé. Donc est-ce que vous aviez perçu que c'était un personnage qui était en 3D? Voilà. Alors, je vais vous montrer la preuve par l'image. Donc effectivement, c'est un personnage qui n'existe pas, que vous venez de voir. Donc nous avons ici la construction. Donc vous avez un véritable acteur, ou une actrice en l'occurrence. Et voilà, en fait, le rôle qu'elle incarne,
C'est-à-dire qu'elle a en fait un système de caméra branché sur le visage et vous avez son avatar féminin qui s'exprime donc à l'écran. Et de la même manière qu'on tournerait un film, en fait, on se promène sur un plateau avec une espèce de caméra virtuelle qui ressemble à une tablette et on peut choisir l'angle, le plan qu'on souhaite tourner. Voilà, comme vous le voyez à l'écran ici. Et tout ça, c'est calculé en temps réel par une machine. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui au niveau de ce qu'on appelle la 3D temps réel. C'est-à-dire que les prochaines générations de consoles de jeux vidéo qui vont sortir auront ces capacités-là au niveau des affichages graphiques. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que même si vous n'avez pas tous perçu que c'était un personnage virtuel, vous avez quand même ressenti pour certains un côté automate ou une dissonance entre le personnage et les propos qui étaient tenus. Donc on est en 2018, Secret Cam c'était 2011, donc déjà à l'époque il valait mieux se tourner vers la vidéo. Aujourd'hui on se dit 2018, est-ce qu'on peut exprimer des émotions avec des avatars virtuels ? Certes, c'est possible, il y a une notion de performance, mais on voit quand même qu'on est encore dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. C'est cette zone dans laquelle, en fait, on n'a pas l'impression d'être complètement face à un humain. Il y a quelque chose qui nous gêne, malgré tout. Voilà. Et donc, les informaticiens, aujourd'hui, ils travaillent sur comment rendre ces personnages encore plus acceptables pour que nous ayons, au bout d'un moment, une frontière qui soit complètement floue, et on n'a plus l'impression d'être face à un personnage virtuel. Donc en fait, je me présente, donc je m'appelle Julien Alvarez, je travaille pour plusieurs entités, de Visu, l'ESP, la Serre numérique et Ludosciences. Donc la question que m'a posée François en venant ici, il me demandait, finalement, dans le cadre de Secret Cam, on n'avait pas eu le choix que de faire tourner de vrais acteurs. Et finalement, c'était un bon choix parce que là, on pouvait faire passer des émotions. Et donc, on s'est amusé à discuter sur ce point en se disant, mais est-ce que c'est la fin des acteurs, finalement, sachant que maintenant, on arrive à des degrés d'affichage en 3D temps réel avec des techniques de ray tracing qui nous donnent donc des performances assez élevées, assez incroyables. Mais vous n'avez pas été dupé, et c'est l'expérience qu'on a voulu faire ensemble en vous montrant ce personnage et en essayant de voir. Oui ? Petite question, en fait, oui. C'est un être humain qu'on a filmé un peu de toutes les facettes, on enregistre les images et on les reproduit. Voilà, tout à fait. En fait, si vous voulez, voilà, vous avez le véritable acteur qui se trouve à gauche. Donc elle est filmée en fait avec tout un système de caméras, vous voyez tout ce bardage qui va aller chercher toutes les expressions faciales, les expressions verbales et non verbales qu'elle peut produire. Vous voyez, elle a des pointeurs ici, en fait des repères qui vont permettre à des caméras de motion capture de regarder un petit peu quels sont les mouvements de tête, de bras, de corps, etc. Et c'est reproduit en fait en temps réel par l'ordinateur. On est face finalement à une marionnette virtuelle. Voilà, c'est ça qu'on nous propose aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est sur des représentations qui sont de plus en plus fidèles, puisqu'on reproduit des jeux d'acteurs. La question est, dans le cadre de Secret Cam, on est sur des budgets qui sont assez onéreux ici, et il aurait été effectivement inimaginable de produire ça pour des jeux avec des petits budgets. Là, on réserve ce genre de technologie pour le monde du cinéma, pour tout ce qui touche donc aux jeux vidéo, avec des budgets qui peuvent être de montants assez astronomiques, puisque le dernier GTA V avait été avait été produit avec 500 milliards de dollars. Donc on est quand même sur des montants qui sont millions de dollars, pardon, 500 millions de dollars. Merci. Et il a généré, 1 milliard de bénéfices en une semaine. Pardon, excusez-moi. Voilà, j'avais un doute, effectivement. Alors après, en ce qui concerne ces technologies, comme on l'a vu ensemble, donc on est vraiment sur la notion de marionnette. Il est assez intéressant de voir qu'on a effectivement les fils qui nous retiennent aussi, toute la technologie, tout le bardage. Et on voit ici la technicienne qui est obligée de suivre l'actrice. Donc on a aussi des réserves sur la possibilité de tout jouer
parce que si on entremêle en fait 2 acteurs qui doivent tourner l'un autour de l'autre, ça devient vite compliqué avec tous ces câblages. Alors, au niveau de ces technologies, ce qui est assez intéressant, c'est, bon, certes, on a reproduit un avatar humain, mais il est aussi possible d'aller sur des registres plus inattendus. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une vidéo, si vous vous amusez à la chercher sur Internet, vous verrez, vous avez ici un acteur anglais qui joue une pièce de Shakespeare avec donc toutes les intonations, toutes les expressions, etc. Et ensuite, les développeurs se sont amusés à reproduire en fait toutes ces expressions pour les mettre sur une espèce d'alien que vous avez sur la droite, et vous voyez cet alien qui vous fait du Shakespeare. Bon, là, on peut se dire qu'effectivement, il peut y avoir un intérêt parce que pour certains types de maquillage qui empêchent certains types d'expressions quand on fait du cinéma, là, on peut aller chercher très loin des émotions, reproduire des émotions sur des personnages qui sont quand même assez atypiques. Maintenant, tout ça, ça reste facilement identifiable comme étant du faux, hein, donc, puisque vous savez très bien qu'un alien ne va jamais vous parler de Shakespeare. Mais on voit qu'il y a des technologies maintenant qui deviennent bluffantes. Donc là, si par exemple vous avez des personnages qui sont introduits dans des films comme ceux-là, vous allez bientôt avoir du mal à voir la différence, puisqu'ici, il s'agit de personnages entièrement virtuels, donc que vous pourriez tout à fait voir dans le Star Wars au cinéma, et vous ne sauriez pas que ce sont des personnages 3D, vous pourriez penser que ce sont effectivement des personnes en costume. Donc la question se pose à un moment donné de savoir sur quoi on commence à se jouer de nous au niveau de la reproduction, de la production d'images temps réel. Là, ça commence à nous questionner sur des plans éthiques, sur des plans philosophiques, voilà, comme l'a fait M. Jourde tout à l'heure. Alors, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est sur le plan de la pédagogie. Donc on parle de jeux, on parle de serious game, on parle de production d'images, et on se dit finalement, pour les jeunes générations ou les moins jeunes générations qui ont envie d'apprendre avec des serious games, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la recherche d'images toujours plus sophistiquées qui vont les intéresser, c'est-à-dire qui vont les aider à s'immerger, qui vont leur donner une certaine attention, une certaine attraction pour écouter les propos, ou est-ce qu'on doit aller chercher d'autres éléments, comme par exemple la réputation de l'enseignant, c'est-à-dire est-ce que c'est un enseignant qui a une certaine aura, qui a une certaine, comment dirais-je, autour de lui, une certaine réputation sur la manière d'enseigner, sur la façon de transmettre les choses. Est-ce que c'est aussi la capacité d'un enseignant à faire passer des émotions, c'est-à-dire qu'il va transcender la salle, ou est-ce que finalement c'est autre chose qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire tout simplement être capable d'aller susciter chez chaque apprenant ce qu'on appelle le substrat émotionnel. C'est-à-dire qu'on a des études qui nous montrent aujourd'hui que ce qui est important pour les gens, c'est de convoquer certains types d'émotions, parce que c'est avec les émotions qu'on aide la mémoire à long terme, notamment, à mémoriser certaines choses qu'on aurait apprises. Donc Damasio, que vous voyez ici, est un chercheur qui a parlé notamment dans ses travaux, de ce fameux substrat émotionnel et qui a établi le lien entre les émotions et le fait d'apprendre. Donc à partir de là, si vous êtes sur des images froides, comme on a vu ici, par exemple, ou sur les images, par exemple, de cet avatar, peut-être qu'il y a des émotions qui ne passent pas, et on l'a fait tout à l'heure avec la petite expérience en introduction. Il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment ressenti d'émotions ou qui n'ont pas ressenti peut-être les émotions qui étaient recherchées. Or, quand on cherche à enseigner, on joue sur des gammes d'émotions. En tant qu'enseignant, on a une façon d'occuper la salle. On va jouer sur des registres émotionnels. À un moment donné, on veut attirer l'attention, on veut que les gens s'en souviennent. Donc on peut, par exemple, jouer sur de l'humour, ou à un moment donné, on va changer de registre émotionnel parce qu'un prof qui raconte des blagues toutes les 2 minutes, au bout d'un moment, on s'en lasserait. Donc, il est important de savoir jouer sur ces différents registres émotionnels.
Donc, la question qui se pose, c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée sont des éléments qui cherchent aujourd'hui à nous immerger, à nous procurer des émotions. On va essayer de voir quelques exemples. Par exemple, vous avez ici, sur la PlayStation, la possibilité de descendre dans des fonds marins avec un petit jeu qui s'appelle Ocean Descent. Vous descendez et puis à un moment donné, vous êtes attaqué par un requin. Bon. Mais avant d'être attaqué par un requin, vous avez tout un registre qui est assez poétique, durant lequel vous découvrez les fonds marins, vous découvrez des poissons, et on pourrait imaginer un enseignant qui, au fur et à mesure que vous descendez, vous raconte, alors je dis enseignant, désolé, c'est aussi enseignante, évidemment, hein, il n'y a pas de sexisme dans mes propos, et au fur et à mesure qu'on descend, on peut effectivement questionner l'enseignant ou l'enseignante sur qu'est-ce qu'on découvre, est-ce que ce sont des vrais animaux, est-ce que ce sont des éléments fictifs, est-ce que ces animaux vivent vraiment ensemble, etc., etc. Ensuite, on peut aller jouer sur des jeux qui font appel à la communication. Ici, un jeu que je vous recommande si vous avez l'occasion, c'est Keep Talking and Nobody Explodes. Alors c'est un jeu, en fait, vous avez une bombe que seule la personne qui porte le casque de réalité virtuelle peut voir. Et à côté, vous avez des personnes qui doivent essayer de l'aider à désamorcer cette bombe. Alors comment elle procède? Elle questionne la personne sur le type de bombe qu'il voit dans l'environnement virtuel. Et les autres joueurs ont un espèce de catalogue sur lequel ils doivent essayer d'identifier les différents éléments de la bombe. Et quand tous les éléments ont été identifiés, on peut désamorcer cette bombe. En fait, c'est un qui est, pour ceux qui connaissent le jeu de société, où on doit essayer d'identifier tous les éléments. Et quand on les a identifiés, on a gagné. Alors, ce qui est très intéressant, c'est sur la capacité des gens à communiquer, sachant qu'une personne est dans un registre, dans un environnement qui est différent des autres, c'est-à-dire que certaines personnes sont plongées dans un environnement qui est réel et d'autres sont dans l'environnement virtuel. Et la communication entre les deux types d'affichage d'environnement est assez intéressante. Après, vous avez la réalité virtuelle qui peut vous aider aussi sur le registre des entraînements. Vous avez par exemple là un poste à souder qui vous permet de vous entraîner sur certains types de soudure. Et donc on voit que les apprenants sur ce type de dispositif prennent plaisir. Cependant, on a un effet qui est la cinétose. Donc, c'est-à-dire la cinétose, c'est le mal des médias. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez votre casque sur le nez, vous avez d'abord une transpiration qui est assez rapide tout autour du plastique, du caoutchouc qui vous enferme dans le visio-casque. Et puis ensuite, vous avez une fatigue cognitive aussi qui s'ensuit, c'est-à-dire que votre cerveau est sollicité pour produire en permanence cette impression d'image stéréoscopique, c'est-à-dire en relief. Et enfin, vous avez aussi des personnes qui sont obligées de s'arrêter parce qu'elles ont vraiment l'envie, elles sont prises de nausées et on dit... dans le jargon, elles sortent le sac à vomi, puisqu'on a maintenant des jeux en réalité virtuelle qui sont évalués en fonction du nombre de sacs à vomi associés. C'est-à-dire qu'un jeu qui a 4 sacs à vomi est très déconseillé, alors qu'un sac à vomi, ça peut passer. Alors la question, c'est le regard de toute cette technologie, cette débauche de technologie, réalité virtuelle, recherche d'un réalisme, on l'a vu avec les avatars, pour finalement se retrouver, au bout de 15 minutes, fatigué, avec une certaine, nausée qui peut se promouvoir. Alors, on peut se dire que peut-être que la recherche de tout ça, on est dans un point étape où la technologie n'est pas encore mature, et peut-être que demain, on va régler ces problèmes de cinétose avec des affichages plus performants, des affichages plus rapides, etc. La question, c'est, OK, si on le résout sur un plan technologique, est-ce que vous avez envie de vivre dans un environnement où on vous affiche en permanence tout un ensemble d'informations, comme on le voit ici dans cette image qui est extraite d'un court-métrage qui est assez saisissant sur ce que pourrait ressembler votre quotidien demain avec de la réalité augmentée, où vous êtes sans cesse sollicité par de la publicité, par les réseaux sociaux, par les télécommunications, par des SMS et tout un ensemble de publicités. Donc il n'y a pas que des problèmes de technologie, il y a aussi des problèmes de consommation, des problèmes aussi d'usage qui viennent questionner l'ensemble. Alors,
un point économique. Donc, on en est où aujourd'hui sur les ventes de visiocasques? En fait, on est sur des chiffres qui sont plus bas que ce qui avait été prévu. On pensait vraiment à une explosion. Alors, les prévisions restent quand même assez optimistes et vous voyez assez exponentielles dans ce graphisme, mais à mon avis, on n'y est pas tout à fait. Les meilleures ventes actuelles de visiocasques sont essentiellement sur les consoles de jeux PlayStation et sur le téléphone Samsung avec le JRVR. Mais finalement, on n'est pas sur vraiment le jeu vidéo axé à fond sur la réalité virtuelle comme on nous l'avait vendu il y a 2 ans. Alors ça nous rappelle étrangement l'histoire des téléviseurs 3D, où on nous avait aussi dit que tout le monde allait s'équiper de ce genre de téléviseur à la maison, et on n'y est pas non plus. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que finalement, la 2D a un bel avenir devant lui. On n'est pas forcément en recherche de quelque chose. Ou alors, ça veut dire qu'on se trompe peut-être, que ce qu'on cherche, ce n'est pas forcément sur l'aspect visuel, mais sur d'autres terrains. Alors, pour nous aider à le voir, prenons l'exemple de Pokémon Go. Est-ce que vous avez déjà utilisé Pokémon Go? Non? Alors, ceux qui ont utilisé Pokémon Go, est-ce que vous continuez toujours à utiliser Pokémon Go? Non, vous avez arrêté, donc il y a une forme de lassitude. Et quand vous utilisiez Pokémon Go, est-ce que vous utilisez l'option réalité augmentée? Alors, j'approche le micro pour vous permettre de vous exprimer. Alors, je me souviens plus trop de comment ça marchait, mais non, je crois pas. Enfin, au début, oui. Je vais faire circuler un micro. D'accord. Non, c'est bon. Vous pouvez garder le vôtre. Voilà. OK. Voilà, pour qu'ils puissent... Oui? Merci. Donc, comme disais, je me souviens plus trop de comment ça marchait, mais... Alors, il y a une option, en fait. Ouais. Soit on a le Pokémon qui apparaît, comme sur l'image ici, dans l'environnement, et on a l'impression, à travers le téléphone, de voir ce Pokémon. Soit, en fait, on peut le désactiver, et on voit le Pokémon dans un environnement qui est virtuel, en fait. Ouais, au début, oui, il me semblait bien que j'utilisais pas mal... C'était marrant, ça venait à sortir, mais au bout d'un moment... on mettait même plus l'option réalité augmentée, puis je me arrêté d'y jouer. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Toute la question qu'on se pose, c'est interfacer des écrans. Au bout d'un moment, ça pose la question de savoir à quoi bon. Je vais vous donner un exemple peut-être plus parlant. C'est celui-ci. Si vous allez dans un musée, et si c'est pour voir la Joconde à travers votre smartphone, à quoi bon? C'est ça la question. Donc, la question qu'on se posait, c'est est-ce que finalement, c'est vraiment sur la vision, sur la représentation visuelle qu'il faut mettre le paquet? C'est exactement ce que nous disait François Jourde tout à l'heure. Donc, on va essayer de regarder si c'est vraiment les émotions qui nous intéressent, si c'est la notion de vision qui nous intéresse. Alors ici, je vous ai parlé d'un jeu de réalité virtuelle sur PlayStation où vous êtes plongé en fait dans une cage, vous descendez dans les fonds marins et puis vous êtes attaqué par un requin. Alors certes, l'expérience peut être amusante, mais je vous assure que vous pouvez vous amuser davantage si vous allez ici. Alors, on est dans une piscine et on vous projette les dents de la mer. Voilà. Et donc là, je peux vous garantir que vous allez avoir d'autres émotions. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez un plongeur qui est dans la piscine, mais c'est pas dit aux gens. Et à un moment donné, quand le requin attaque, on vous tire les pieds. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse en fait? C'est de travailler plusieurs sens. C'est pas que le visuel, c'est aussi peut-être le toucher. C'est peut-être le sens haptique. Alors, Nintendo est en train de l'explorer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce type de jeu. Ça s'appelle Nintendo Labo. En fait, il propose toute une série de petits jeux que vous pouvez, d'objets que vous pouvez fabriquer en carton. Et vous associez la console de jeu à ces différents objets en carton. Donc, vous avez la canne à pêche, vous avez le piano, vous avez le guidon de moto, vous avez plein de choses, un robot géant, des voitures radiocommandées, etc. Donc, ce qui est assez amusant, c'est de voir finalement qu'on peut aller explorer d'autres sens. Et puis, pour revenir sur la notion de réalité virtuelle en informatique, on parle des 3 I. Alors, on a le premier I, c'est
immersion. Le deuxième, c'est interactivité. Et le troisième, c'est imagination. Et en fait, ce qui est très important, c'est finalement de solliciter l'imaginaire des gens, à travers le toucher, à travers le fait d'être dans cette piscine en ayant un plongeur qui vient vous tirer les pieds. Vous savez évidemment qu'on n'a pas lâché de requin dans la piscine, mais il n'empêche que vous faites le lien grâce à votre imaginaire. Et un très bon exemple de la manière de solliciter en fait l'imaginaire, c'est cette image qui est tirée du film Rosemary Baby de Polanski. Ce qui est assez amusant, c'est que dans ce film, jamais vous ne verrez le bébé, le fameux bébé. La seule image que vous aurez, c'est ceci, en fait. C'est-à-dire qu'on vous renvoie à votre propre imaginaire, on suggère que c'est quelque chose d'horrible, et c'est à vous-même, c'est vous-même qui devez faire le travail d'imaginer ce que ça pourrait être. Et je peux vous assurer que si Polanski avait fait l'erreur de représenter ce fameux bébé, avec le recul, on aurait dit « Oh, ce film, il a mal vieilli ». Mais là, étant donné qu'on ne l'a jamais montré, ce film reste toujours aussi captivant parce que ça nous renvoie tout simplement à nos propres imaginaires et donc à nos propres émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour solliciter en fait tous ces autres registres émotionnels grâce au toucher? Je voulais juste vous dire que ce n'était pas quelque chose de nouveau, que ça existait depuis longtemps. Ici, c'est une publicité. J'aimerais vous demander, à votre avis, elle date de quelle année ? 82. 82, on est sur l'ancêtre de la Wii Balance Board qui était sortie en 2007. Et déjà en 82, on vous proposait sur l'Atari VCS 2600 de faire comme si vous étiez un skieur sur une espèce de pèse-personne, voilà, qui était posé à même le sol et vous jouiez avec vos pieds. Voilà. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on n'a pas besoin de réalité virtuelle et on éprouve certaines émotions. Ici, Big Track, qui est sorti en 1979, c'est un appareil qui vous permet en fait de vous initier à la programmation logo tout en jouant. Et vous avez un véritable char lunaire qui se déplace en fonction des commandes que vous allez mettre au dos de l'appareil, sur un clavier qui est prévu à cet effet. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que cet appareil a été réédité par une compagnie anglaise qui l'a adapté au goût du jour. Vous pouvez désormais y adapter un canon avec des missiles en mousse, le fameux porte-canette, ou alors la webcam qui vient se plugger sur le nez de l'appareil, ou alors vous pouvez le piloter via un smartphone. Donc, on peut redynamiser des anciens produits. Des produits qui ont été à l'origine développés par ce monsieur qui s'appelle Seymour Papert en 1969 avec son fameux robot Tortue et qui aujourd'hui apparaît sous les traits par exemple de Bluebot à droite qui est un petit robot qu'on trouve en maternelle pour enseigner la programmation informatique aux enfants. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez peut-être chez vous des vieux jeux de société comme celui-ci. Ça suscite aussi des émotions. La Madeleine de Proust, eh bien, sachez qu'il y a des personnes maintenant qui s'acharnent à vouloir les restaurer. Donc ça s'appelle par exemple la société Restoration Game qui propose en fait de reproduire des vieux jeux de société en adaptant des couches informatiques numériques, comme par exemple le smartphone, tout en gardant la dimension haptique. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir que tout n'est pas forcément basé sur de la réalité virtuelle. Et puis ici, cherchez, c'est l'ancêtre de quelque chose qui est très à la mode actuellement. C'était sorti en 1986. Sprites intérieur, 1986. Une idée ? Non ? Non. Quelque chose qui est très à la mode. Alors je vous aide avec un autre jeu qui peut aussi s'inscrire dans cette veine, Eden Blues, 1986 aussi. Ce sont les escape games. Alors, quand on vous dit que c'est les Japonais qui ont inventé les escape rooms, je m'inscris en faux. 86, des jeux anglais proposaient déjà le concept. Et ici, donc, c'est l'idée de vous enfermer dans des pièces et puis vous êtes en interaction avec des personnes qui jouent avec vous et vous avez 1 heure ou 20 minutes selon les scénarios pour sortir d'une pièce et je peux vous garantir que vous avez beaucoup d'émotions. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez plein de registres, ici les crocodiles paniques par exemple, qui font appel à de l'haptique aussi. Et ici, un appareil qui est assez extraordinaire, qui était sorti en 83. C'est un jeu électronique qui propose de jouer aux échecs, sauf que la petite différence, c'est que les pièces se déplacent toutes seules.
Voilà. Et vous avez l'impression, d'où son nom, de jouer avec un fantôme face à vous. Voilà. Donc plein de manières, en fait, d'explorer comment susciter des émotions auprès des apprenants à travers tout un ensemble de panels qui vous sont offerts. Et là, on a juste exploré le toucher, mais évidemment, il y a l'odorat, il y a le goût, et puis il y a aussi, évidemment, l'ouïe. Mais l'ouïe, on l'a quand même associé à travers les jeux vidéo, donc on s'y est moins attardé. Donc voilà, la question qui était posée par François Jourde au départ, est-ce que c'est vraiment la piste de l'hyperréalisme qui va nous intéresser? C'est pas sûr, il a sans doute raison. Et j'ai essayé de vous le démontrer par quelques exemples. Merci beaucoup. Donc on a eu le montant pour un certain type de jeu vidéo. Alors qu'est-ce que coûte qu'est-ce que coûte un Serious Game? C'était peut-être 100 000 € le premier, puis maintenant on est aux alentours de 70, c'est ça, François? Non, pas tout à fait. Après, c'était 170 le premier, on est à 120 000 € pour les suivants, mais je tiens à dire que c'est assez particulier puisque le jeu a été créé une fois et c'est le même jeu qu'on a créé ensuite. Donc ça veut dire que la production du jeu ne coûte rien, mais c'est bien notre démarche sociologique, anthropologique. C'est-à-dire quand je parle de 120 000 €, c'est pas la production du jeu, c'est toutes les enquêtes qu'on fait en amont, c'est l'analyse, la création du scénario, c'est une semaine de tournage de cinéma avec une équipe et des comédiens, avec l'hôtel, etc. Et c'est l'étude des effets derrière. Donc, mais le jeu, il coûte quasiment rien puisque le jeu est programmé, déjà fait, mais c'est bien après de construire le scénario. Donc c'est bien un global, et il ne s'agit pas juste de produire une expérience technique. C'est-à-dire que nous, on va plus loin, on va effectivement jusqu'à questionner l'usage et faire une étude d'observation des usages derrière. Donc il ne faut surtout pas prendre ce chiffre comme un chiffre de moyen. On peut faire des serious games à 10 000 €, 20 000 €, 50 000 €. Ça dépend, encore une fois, de ce qu'on veut faire comme expérience, de ce qu'on veut faire vivre et quelle est la démarche que l'on propose. Très bien. Merci pour cette réponse. Voilà. Donc. Alors moi, ce que je propose, c'est oui. Oui. Voilà, il y en a une déjà. Sinon, on peut faire des jeux. J'ai un réservoir de questions aussi. Merci. Dans votre exposé, là, tout de suite, là, vous nous parlez de susciter des émotions tout au long de cet exposé. Et à côté de ça, vous nous dites qu'il faut sortir de certaines situations. Donc, susciter des émotions, c'est pas la finalité. La finalité, semble-t-il, c'est plus de développer sa capacité d'adaptation ou de développer son intelligence, enfin, dans le sens où résoudre des problèmes, etc., non? Susciter des émotions n'est pas la finalité, c'est toujours un moyen. Enfin, Oui, alors, en fait, c'est juste pour... Vous avez raison. En fait, ce que je voulais dire par le fait de susciter les émotions, c'était dans le registre des travaux de Damasio, puisqu'il parle de substrat émotionnel comme étant le moyen qui fait qu'on apprendrait mieux, en fait, ou qu'on mémoriserait mieux ce qu'on apprend en faisant appel à des registres émotionnels. Donc à partir de là, la question, c'est dans le cadre d'un serious game, s'il s'agit en fait d'essayer de produire des émotions ou de susciter des émotions chez les apprenants ou chez les joueurs, la question, c'est de savoir si la piste de la réalité virtuelle, avec des images de plus en plus réalistes, de plus en plus immersives, est vraiment la seule piste qu'on peut explorer pour pouvoir susciter ces émotions. Voilà, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Et donc, en fait, quand je disais qu'il fallait s'en écarter, ce n'était pas des émotions, mais c'était de cette piste d'aller toujours à cette course effrénée vers de plus en plus de réalisme, d'images de plus en plus léchées, de plus en plus détaillées, alors qu'on peut tout simplement changer de sens, passer par exemple sur celui du toucher, et le toucher vous amène, lui, en fait, tout simplement procure aussi des émotions à sa manière, comme l'exemple de la piscine, où les personnes qui regardent un film comme Les Dents de la Mer vont non seulement être captées par des images du film, mais vont ressentir des choses un peu spéciales quand on viendra leur tirer les pieds pendant certaines scènes qui sont un petit peu compliquées. Donc c'est ce que je voulais dire, c'est tout simplement que les émotions peuvent à un moment donné
vous permettre peut-être d'ancrer certaines choses, mais on va dire que c'est un élément qui vient en complément, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait le propos, il faut qu'il y ait le contenu, il faut qu'il y ait la matière qu'on cherche à enseigner. On ne va pas juste éprouver des émotions. Là, ça serait du gratuit. C'est-à-dire que si effectivement on passe son temps à rire ou à avoir peur, ou on en ressortira aussi bête qu'avant. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Bonsoir. Deux petites choses. D'abord, une petite remarque qui n'est pas... Et puis après, une question plutôt destinée à M. Calvez. Première remarque, un serious game, ce n'est pas que du numérique, au contraire de ce que l'on pourrait penser aujourd'hui. Le serious game existe depuis très longtemps, en fait, sauf qu'on ne l'appelait pas comme ça. En fait, il s'agit d'un jeu à but d'apprentissage sérieux. Voilà, c'est dans un contexte de sérieux. Donc, quand on développait en tant qu'enseignant des jeux pour aider à apprendre, on faisait du serious game. Donc, voilà, c'est... après, la limite du numérique, je trouve ça génial, hein, le numérique, parce que c'est vrai que ça apporte un petit plus quand même à ce côté ludique. Et puis, on peut revenir en arrière, on peut recommencer. Bon, voilà, c'est assez intéressant. Par contre, ce qui me questionne, c'est la limite de cette chose-là. C'est-à-dire que quand on parle du handicap, par exemple, je pense que nos réactions sont quelquefois inconscientes et ancrées en nous. Et ce que j'ai peur, c'est qu'effectivement, faire une fois ce jeu nous amène à essayer de revoir nos façons de penser, mais en même temps, c'est tellement ancré depuis probablement longtemps que je n'imagine pas qu'une seule fois faire le jeu soit suffisant. Je pense que c'est quelque chose qui doit être répété pour essayer justement de, pas désapprendre, mais retirer nos mauvaises habitudes, nos mauvaises pensées pour en recréer d'autres. Et on le sait bien, c'est long, c'est un travail de longue haleine. Si c'était si facile, ce serait génial. Donc du coup, je me demande si, est-ce que les entreprises qui se sont intéressées à ça, tant mieux, mais est-ce qu'elles pensent à cette limite et est-ce qu'elles amènent à refaire régulièrement pour que de nouvelles habitudes s'ancrent. Merci pour la remarque et pour la question. Donc oui, dans ma définition du serious game, j'ai dit à un moment donné scénario de jeu, jeu vidéo, mais j'ai dit scénario de jeu, scénario pédagogique au service d'une thématique sérieuse. Donc tout à fait, c'est pas le serious game n'est pas spécifique au numérique. Et un jeu de rôle, grandeur nature dans la ville, ça marche. Donc c'est aussi un serious game. Souvent, effectivement, dans notre jargon, on associe la notion de serious game à la notion numérique, mais vous avez raison, c'est pas exclusif. Pour ce qui est de la question, j'ai pas du tout exprimé le fait que c'était une baguette magique, notre jeu. Donc ce n'est jamais qu'un élément parmi d'autres. C'est un élément qui suscite quelque chose. Dans le cas des entreprises, bon, il ne s'agit pas de parler du handicap ici, mais on est bien sur la question de l'apprentissage, donc ça permet d'ancrer sur un cas concret. Il faut qu'il y ait une politique globale sur cette question du handicap. Et c'est les différentes actions qui vont être menées au quotidien ou au cours d'une année qui vont faire qu'à un moment donné, le jeu sera une des pierres de cet édifice qui va faire que on va faire bouger les lignes. Ce qu'on n'a pas pu observer aujourd'hui, même si c'est depuis 2011, parce qu'on n'est pas un labo de recherche, même si moi j'aimerais bien pouvoir travailler avec des chercheurs sur cette question-là, c'est OK, notre jeu, on a pu identifier très clairement qu'il faisait bouger les lignes en termes de représentation. Ça veut dire que ça me pète à la figure, même certaines personnes qui disent « Waouh, je me rends compte que je suis comme ça ». Je me souviens d'une personne qui disait « J'ai une sœur handicapée de 2 ans de moins que moi et je m'aperçois que je suis comme le personnage de Emma dans le jeu depuis 20 ans ». Donc par contre, ce qui est compliqué, c'est est-ce que ça change mon comportement ? Ce qui est votre question. Donc ça change ça me bouscule dans ma représentation. Est-ce que je change mon comportement ?
Et ça, il faudrait qu'on revienne pour faire des études, donc plusieurs années après, ou je sais pas, 2 ans après, pour voir en quoi le jeu a-t-il produit donc un changement dans les comportements des personnes. Mais même ça, c'est super compliqué parce que le jeu, il n'est pas unique. Donc, comment dire, en termes d'expérience humaine, dans les relations, ça dépend de qui vous allez rencontrer. Dans votre entreprise, ça dépend effectivement si vous allez être en relation avec des personnes handicapées qui vont vous permettre de changer votre regard. Ça dépend de votre expérience de vie, des gens autour de vous, de ce que vous allez vivre. Le jeu, on ne peut pas l'isoler effectivement sur le point de vue de la recherche, de l'isoler complètement, de dire voilà, vous avez joué au jeu il y a 2 ans et baguette magique, le jeu donc vous a fait changer votre comportement. Donc c'est vachement compliqué cette question-là. Après, le constat c'est par l'intermédiaire du jeu, on a amené des personnes à aller jouer et donc à se poser des questions alors qu'elles ne se seraient pas posées des questions autrement. Et donc c'est-à-dire que ça participe d'une pierre à l'édifice, mais en aucun cas c'est une baguette magique. On ne sait pas. Ça y est, sur le jeu sur la diversité culturelle, sur le racisme, ça y est, donc les personnes les plus racistes vont jouer au jeu, Secret K, mais ça y est, ça va être la révélation, mais je suis raciste, vous voyez, donc non. Et souvent même, on n'arrivera pas à faire bouger les lignes de personnes qui sont convaincues à l'extrême à l'opposé. On va plutôt faire bouger les lignes de personnes qui sont dans la norme sociale, des gens qui sont dans l'évidence sur égalité femmes-hommes, des gens qui sont très ancrés sur l'idée que moi j'ai pas envie de partager le pouvoir dans les organisations avec les femmes, j'ai aucun intérêt, donc excite cette question-là. On ne va pas faire bouger les lignes forcément de ces personnes-là, mais toutes les personnes qui vont être dans l'évidence de la construction sociale sur les rôles sexués dans la société civile et au travail, et cela on va pouvoir effectivement, ce qui est la majorité des personnes, on va pouvoir commencer à faire bouger des lignes de cette évidence de la construction sociale pour mettre en face, je dirais, l'évidence de la collaboration et de la construction et des rôles qui sont pas genrés. Voilà, j'étais un peu long, peut-être, pardon. Mais le jeu participe. Je me souviens d'une personne dans un service cette fameuse personne qui avait une sœur de 2 ans de moins qu'elle et qui s'était rendu compte qu'elle était dans la compassion exacerbée. Elle était assez jeune, elle avait 24 ans, et elle n'est pas joueuse. Et elle n'avait pas envie d'aller jouer au jeu. Et volontairement, le jeu avait été mis dans un espace non formel de formation. La direction avait dit, vous avez le droit d'aller jouer sur le temps de travail, allez-y, là on est dans une période d'activité un peu plus tranquille. Et donc c'est une première personne qui était joueuse qui est allée dans un même service, ils étaient 10, elle est revenue et il y a eu une prescription qui s'est faite de cette personne vis-à-vis de ses autres collègues où un deuxième est allé, un troisième, un quatrième, et donc 9 étaient allés et il y avait juste cette personne-là qui n'était pas allée. Il disait mais c'est quoi votre truc? T'as qu'à y aller. Et donc elle y est allée parce qu'il y avait une émulation collective, pas seulement parce que c'était un jeu, mais le fait que ce soit un jeu a embarqué d'abord ses collègues qui petit à petit l'ont amené à être curieuse et à aller voir ce que c'était que ce jeu-là. Et là, elle a eu, je dirais, la révélation, si je puis dire. Enfin, ça lui a pas mal pété la figure. Et sans cette expérience-là, elle ne serait pas effectivement... elle n'aura peut-être pas eu ce sentiment de confrontation à la compassion exacerbée. Oui. Je voulais juste vous demander, Monsieur Alvarez, vous avez mentionné un court-métrage sur la réalité augmentée. Est-ce que vous auriez le nom du court-métrage par hasard? Je ne l'ai pas en tête, mais je peux le retrouver. S'il y a une autre question pendant ce temps, je peux le chercher, je peux vous trouver la référence. Merci. Oui. Ah, voilà. Oui, merci pour la confiance et bonsoir. Je voudrais savoir, en fait, au niveau des études, si vous avez pu voir sur l'autisme l'impact, parce que moi j'ai travaillé dans le milieu scolaire au niveau de décrochage scolaire, et j'ai eu des situations de jeunes qui arrêtent d'aller à l'école, à la fac surtout, à cause d'addiction. Donc ça c'est l'extrême, mais j'en ai eu des cas aussi d'enfants autistes qui étaient aussi très addictifs au jeu. Et je me demande, de plus en plus quand on utilise les jeux au milieu scolaire, peut-être ça peut être un frein, comme ça peut être, certains élèves, ça va les motiver
Et je ne sais pas si vous avez quelques idées là-dessus. Voilà, merci. Merci. Alors sur les addictions, on est dans le registre d'une pathologie. Donc je pense qu'il faut... il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé, notamment des psychologues. Leroux, c'est ça Yann Leroux. Donc il y a également donc comment tu dis Marc Valeur. Et également Michael Stora, qui est un psychanalyste, psychologue, qui travaille beaucoup sur les jeux qui soignent, et donc qui démontre très clairement que la question de l'addiction, elle est liée à une pathologie et qui est existante, mais qui n'est pas, qui est révélée par l'usage des jeux vidéo, mais qui n'est pas construite à cause du jeu vidéo. Donc ça, c'est assez clair là-dessus. Moi, eux, ils en parlent beaucoup mieux que moi. Pour autant, nous, on n'a pas voulu travailler sur cette question donc de Secret Cam. Au début, on s'adressait bien aux salariés des organisations, donc aux adultes. Il s'est trouvé que au début, peut-être un peu naïvement, on a mis notre jeu en Creative Commons en ligne. C'est-à-dire Creative Commons, c'est les règles d'usage sur Internet, de dire vous avez le droit d'utiliser notre jeu, il est gratuit, mais seulement à des fins personnelles, mais pas pour en faire le business. Donc il y a différentes Creative Commons, nous c'était celle-là. Et il se trouve que le jeu a été détourné pour un usage scolaire, où il y a en 3 ans 60 000 jeunes qui ont joué en classe, donc sur handicap, en classe de première STMG, sciences et techniques et management de gestion. Et donc on est passé à un changement de programme où c'est passé de sciences et techniques de gestion à sciences et techniques et management de gestion. Et les profs avaient un programme qui consistait à faire réfléchir les jeunes sur les relations au travail en entreprise. Les profs en entreprise, ils ne connaissent pas. Et cette question comment je peux montrer à des jeunes ce qui se passe dans un collectif de travail. Et du coup, ils ont fait un détournement du jeu avec des applications pédagogiques très directes, très suivies, en questionnant les élèves à chaque étape du jeu. Non pas sur la question du handicap, ce qui pose question, parce que si ça me questionne, je ne viens pas accompagner cette question-là. Donc moi, je suis assez là-dessus critique. Mais par contre, le détournement du jeu était assez intéressant, d'aller sur des jeux vidéo qui intéressent les jeunes, qui les concentrent. Il y a eu beaucoup de témoignages, de colloques là-dessus, où des enseignants disaient « mais ma classe est super turbulente, et quand je les mets individuellement avec un casque sur Secret Cam, j'entends une mouche voler, ils sont vraiment concentrés dans le jeu ». Et du coup, après, bien sûr, il y a un débrief derrière. Hein. Et donc, le débrief permettait, avec une application, avec une activité pédagogique, avec des questions sur questionner le rapport au travail entre ces différents personnages, il y avait une construction pédagogique qui était faite à partir du jeu vidéo. Donc là, le jeu vidéo répondait aux besoins de l'enseignant liés à un programme, de proposer une simulation au plus proche du réel de ce qui se passe en entreprise entre des collaborateurs. Voilà. Mais on n'a pas traité la question de l'autisme, etc. Après, nous, dans Secret Cam, on traite la question du handicap non visible, mais en fait, au travers du handicap non visible, on traite la question du handicap. On ne voulait justement pas rentrer dans une pathologie, parce qu'on allait rentrer dans une forme de stigmatisation. Chaque personne vit une pathologie de façon différente, suivant elle-même, sa culture, son histoire, le degré de pathologie, etc. Et donc, du coup, on entrerait dans une représentation d'une forme de pathologie. On ne voulait surtout pas faire ça. C'était la première forme de stigmatisation. Donc, on est rentré justement par le handicap non visible, je me rends compte maintenant, peut faire la similitude avec Rosemary Baby, où du coup, vous projetez vos propres représentations sur le handicap, sans voir un handicap en particulier. Merci. Donc pendant ce temps-là, oui, donc Julien a trouvé la référence de la vidéo. Oui, tout à fait. Donc c'était Hyper Réalité. Donc voilà. Et puis sinon, donc je suis désolé, j'avais pas entendu la question qui était posée pendant ce temps. C'était sur la question des addictions au jeu. Est-ce que le jeu vidéo peut engendrer de l'addiction ou est-il un outil ? D'accord. Alors, juste pour répondre à ça, il est vrai qu'on a des parents ou des enseignants qui sont en détresse par rapport au fait d'avoir dans leur classe des élèves qui sont très fatigués
parce que justement ils ont fait une consommation excessive la veille de jeux, voilà, et ils ont eu du mal à s'endormir, et puis ils arrivent fatigués en classe. Et donc la réponse qu'on donne dans ces cas-là, c'est de dire mais est-ce que c'était vraiment que du jeu, ou est-ce que c'était d'autres types d'usages qui étaient faits sur les ordinateurs ou sur les smartphones, c'est-à-dire des réseaux sociaux, c'était échange de SMS, de textos, ou ce genre de choses. Et en fait, on s'aperçoit que c'est la consommation écran qui est excessive dans notre société. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'écrans, et c'est pas uniquement le jeu. Donc le jeu, c'était un élément parmi d'autres. La consommation sur les réseaux sociaux, du temps passé sur les réseaux sociaux, à chercher qui fait quoi et à liker des images sur Instagram est très importante aussi. Néanmoins, il existe des cas, c'est reconnu par l'OMS, où effectivement on a des personnes qui sont en situation d'addiction, notamment sur des jeux multijoueurs, avec des mondes persistants, c'est-à-dire des jeux qui quand vous éteignez la machine, l'univers continue de fonctionner, et si vous ne vous reconnectez pas rapidement, peut-être que vous avez la moitié de votre armée ou de votre village qui a été détruit pendant ce temps. Et ça, c'est vrai que c'est très addictif. Et d'ailleurs, quand on regarde en fait les techniques de conception de jeu, on parle d'éléments addictifs dans le gameplay, dans la manière de construire le gameplay et le scénario. Donc c'est sûr qu'il y a la volonté de maintenir le plus longtemps possible captifs les joueurs. Maintenant, comme l'a dit François, il est vrai que des personnes qui sont dans ces situations extrêmes fuient quelque chose. Donc au même titre qu'on peut le fuir avec de l'alcool ou avec des drogues ou avec d'autres formes d'addiction. La question est donc, dans ce cas-là, de savoir identifier quelle est la cause en fait, profonde qui fait qu'on se retrouve happé comme ça par ces différents éléments. Alors ce qui est assez intéressant pour parler de Michael Stora, c'est que lui, il s'était dit, finalement, si on fait le bilan entre toutes les formes d'addiction, peut-être que l'addiction aux jeux vidéo est la moins mauvaise. Et du coup, il voulait par exemple amener des gens qui étaient fumeurs, gros fumeurs, à passer de cette addiction de fumer à celle de devenir addict à des jeux multijoueurs qui parlent de tabagisme. Voilà, donc c'était assez amusant de voir comment on pouvait transposer une addiction en passant d'un support à un autre. Voilà, donc c'est assez intéressant ces réflexions-là, je trouve. Mais évidemment, ça ne résout pas le problème des personnes qui sont en détresse face à des personnes qui se sont enfermées dans le jeu. Et ça a mené à des drames, effectivement, qui sont connus, qui sont reconnus en Corée, au Japon, etc. Des bébés qui ont été délaissés parce que les parents étaient complètement accros à des jeux, et il y a des bébés qui sont morts déshydratés. Mais on va dire qu'après, il y a toujours, quand on regarde ça de manière macro, c'est-à-dire quel est le nombre de morts liés à des jeux vidéo versus des morts qui sont liés à d'autres supports. Et par exemple, Gonzalo Frasca nous cite le cas de la Bible. Combien de morts liés à la Bible? C'est un livre, voilà. Et un livre peut tuer. Donc il en a tué beaucoup plus que des jeux vidéo. Donc à partir de là, c'est vrai que ça relativise aussi. Merci. Donc on ne va pas trop tarder à terminer. Alors oui, une chose quand même, c'est que dans votre présentation, donc vous avez montré en fait la Joconde avec tout un tas de smartphones devant, et donc c'est pas tout à fait la Joconde que l'on regarde, mais il y a donc un filtre en quelque sorte. Et donc à propos des jeux vidéo, on parle depuis un moment de gamification de la société. Donc c'est-à-dire que la société deviendra une sorte de jeu, peut-être avec du fait de l'influence des jeux vidéo. Vous avez un avis là-dessus? Alors, tout à fait. On aurait pu faire une conférence, mais on reviendra pour la prochaine fois. Voilà, on la fera pour la prochaine fois, où on peut faire le lien. En fait, je pense que de toute façon, on a des sociétés où des personnes sont amenées à jouer. Le Japon, par exemple, on a la culture du jeu. Et en fait, cette culture se répand. Alors, est-ce que c'est le jeu vidéo? Est-ce que c'est d'autres formes de jeu?
c'est une question à poser. Moi, je pense qu'effectivement, la culture vidéoludique a énormément contribué au phénomène de gamification. Mais il n'empêche que André Tricot nous raconte aussi que le jeu, à intervalles réguliers dans l'histoire, est tour à tour banni ou encensé. C'est-à-dire qu'il est mis en avant. Alors, on serait plutôt dans une période maintenant où on le remet en avant. Mais peut-être que dans quelques années, on dira c'est tabou, c'est pas bien, et on le remettra au placard. Donc il y a des cycles. Il n'empêche que la nouveauté de notre époque, c'est qu'il n'y a peut-être jamais eu autant de travaux de recherche sur le sujet du jeu, sur la question du jeu, et une appétence pour le jeu qui est aussi forte et aussi développée. Alors, il y a des théoriciens qui avancent l'idée que notre société est devenue tellement complexe que, entre guillemets, on a besoin de rester enfant plus longtemps pour mieux l'appréhender. Et évidemment, quand on est enfant, on joue. Très bien. Donc, merci pour cette réponse. Donc, s'il y a encore une question, l'un, deux même. Bon, alors on va en prendre encore deux. Merci. Bonsoir. Vous aviez parlé des gros éditeurs qui font les jeux avec des superbes images. Ça se rapproche du cinéma. Je voulais savoir, je pense qu'il ne faut pas s'attendre de leur part à contribuer réellement à l'éducation avec cet outil-là. Je voulais savoir si les services publics rentraient en contact avec des éditeurs comme vous, ou des développeurs, pour prendre la question sérieusement et non pas laisser juste des entreprises mener cette question. Alors, plusieurs réponses pour votre question. La première, c'est il y a un moyen très simple déjà d'être au même niveau que les jeux vidéo au standard AAA, de type 500 millions et pas milliards, désolé tout à l'heure pour l'erreur, de dollars. C'est tout simplement de les utiliser en les détournant. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on appelle du serious gaming. Le serious gaming consiste à prendre un jeu existant pour le détourner au niveau des usages. Exemple type, je prends les Sims, et les Sims peut me servir dans une classe, par exemple, pour dire, essayez de me construire pour vous la famille idéale, ou la représentation d'une famille idéale, ou votre propre... ou comment vous voyez dans 20, 30 ans quand vous serez en situation de travailler. Et ensuite, on peut, à travers ça, amener les enfants ou les élèves à expliquer pourquoi ils voient un jacuzzi au milieu du salon, pourquoi ils voient une grande télé avec un... voilà. Et donc, ça peut amener sur des discussions sur les valeurs consuméristes. Est-ce que c'est le fait de consommer qui nous permet d'avoir des amis, etc., etc. Donc, on peut avoir des débats de ce type-là avec les Sims, donc, qui ont été achetés tout simplement dans un magasin. Voilà, et on est sur des coûts quasiment nuls en termes d'achat ou d'acquisition. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, on voit que maintenant, les gros éditeurs, ce qu'on appelle les big players, avec des titres vidéoludiques qui deviennent de plus en plus chers à développer, commencent à réfléchir à diversifier leur marché. Et le marché de l'éducation les attire. La preuve en est, par exemple, Microsoft avec le rachat de Minecraft et la version Minecraft Edu qui a été acquis quand même pour 2 milliards, là je ne me trompe pas, de dollars. Et c'est quand même une somme considérable pour tout simplement une visée qui est de dire, bon, effectivement, on va utiliser la licence, mais derrière, il y a toute une réflexion, à mon avis, qui est d'ordre marketing, qui est de dire... On répand ce type de jeu dans les écoles. Les enfants, on sait d'un point de vue marketing que les produits qu'ils ont consommés enfants, il y a de fortes chances pour qu'ils les maintiennent adultes et qu'ils les transmettent à leur tour à leurs propres enfants. Donc ça veut dire que si on les expose à la licence Minecraft petits, il est fort probable que plus tard, ils les transmettent à leur tour à leurs propres enfants. Donc tout ça, ça montre que l'introduction de licences dans les écoles peut être un moyen aussi de vendre les produits, de diversifier aussi les licences ou de les rentabiliser. Parce que, par exemple, si vous utilisez Assassin's Creed à l'école, ça vous fait
des écoles qui achètent vos jeux, et donc vous amortissez aussi votre titre. Et donc il est assez intéressant de voir que le dernier opus d'Assassin's Creed contient donc une visite qui permet d'aller explorer en fait des pyramides notamment, et donc à partir de là il y a cette réflexion chez Ubisoft par exemple d'aller explorer l'aspect éducatif. Donc on voit que c'est pas quelque chose qu'ils regardent de loin, au contraire c'est investi et ils essayent de voir comment ils peuvent se l'approprier. Ensuite il y a aussi des technologies qui doivent être amorties, par exemple des moteurs. On a vu le moteur de Unreal tout à l'heure qui nous permet d'avoir ces personnages en temps réel qui sont assez bluffants. Ça coûte cher à développer. Donc plus ils ont de niches, plus ils ont de parts de marché, et plus ils ont de marchés diversifiés, plus ils peuvent espérer le rentabiliser. Enfin, en ce qui concerne la dernière partie de votre question, qui concerne les gros éditeurs, ils en sont où, etc., il est assez intéressant de voir que, par exemple, Asmodée a créé un département recherche, et ils sont venus toquer à notre porte en disant « Est-ce que ça nous intéresserait de faire de la recherche avec eux ?» Alors, la démarche d'Asmodée, qui est un distributeur de jeux de société, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de travaux de recherche qui sont menés dans le domaine du jeu vidéo, et ils nous ont dit on aimerait bien qu'il y ait l'équivalent pour les jeux de plateau, les jeux de société, parce qu'ils sont persuadés qu'on peut faire des choses intéressantes avec des jeux de société, ne serait-ce que par les interactions sociales que ça suscite, etc. Donc on va démarrer ces travaux-là, mais ça répond aussi à votre question. Effectivement, les gros éditeurs commencent maintenant, ou les gros distributeurs de jeux commencent à se pencher sur la question. Pour ce qui nous concerne, donc le CNAM Pays de la Loire, on est éditeur de nos jeux. Donc on est devenu du coup éditeur. On les a retirés justement, on les avait mis en ligne au début, les deux premiers. Mais il y avait un détournement, certes, qui se faisait dans l'éducation nationale. Le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'éducation nationale est partenaire du 4e. Ça veut dire que du coup, ils ont participé financièrement à la production du 4e. Et donc, il sera mis à disposition de toutes les académies de France. Donc, c'est-à-dire que tous les enseignants qui seront formés à cette question de la diversité culturelle pourront l'utiliser dans le cadre de leur cours. De même, sur celui égalité femmes-hommes, donc l'Académie de Nantes, donc l'ensemble des Pays de la Loire était partenaire également, et donc les jeux sont utilisables également donc, au niveau des lycées et des collèges. Nous, on est devenu éditeur parce qu'il y avait c'est pas une question financière, on n'a pas cherché à gagner de l'argent là-dessus. On est une association à but non lucratif, pour autant on n'est pas des philanthropes, il faut bien qu'on paye nos salaires. Mais c'est surtout qu'il y avait des détournements d'entreprises qui utilisaient le jeu un peu comme du e-learning ou jouer à Secret Camp, ce qui rejoint à votre question, et la baguette magique. On va mettre sur nos bilans sociaux, on a formé nos collaborateurs à la question du handicap au travail, et puis on a rempli nos obligations légales. Donc hors de question. Donc du coup on l'a retiré effectivement quand on a vu qu'il y avait dans des adresses IP, on a vu qu'il y avait des grosses boîtes qui faisaient jouer 400 personnes en même temps mais sans démarche pédagogique. On l'a retiré. Nous sommes éditeurs avec du coup une formation et des préconisations en termes pédagogiques d'usage du jeu. Donc il y a vraiment un accompagnement qui se fait à ce niveau-là. Après on est sollicité, oui du coup, parce qu'on a développé une certaine forme d'expertise. Et on est un centre de formation, donc on est sur la question de la pédagogie. Nous sommes sollicités par un certain nombre d'acteurs, publics ou privés, qui nous demandent si on ne peut pas faire des jeux pour eux. Secret Camp, ce n'était pas une commande publique, c'était nous qui avions envie de faire ce jeu, qui l'avons développé, parce que aussi on l'utilise dans nos filières RH, donc ressources humaines, au sein de nos parcours, licences et master. Mais là, on est en pourparlers, effectivement, avec une collectivité pour développer un jeu sur un sujet bien spécifique. Donc, on est entre deux eaux, parce qu'on n'est pas une boîte de prod, c'est pas notre vocation première. Alors, il faudrait créer une start-up et une entreprise à part. On est bien le CNAM, formation pour adultes, avant, je dirais, d'être une boîte de prod de Serious Game. Et dans mon pôle pédagogie digitale, on voit le Serious Game comme un outil pédagogique. Avant tout. Donc on le voit comme un outil au service de la formation sur ces questions-là. Mais voilà, on est un peu entre deux eaux, quoi. C'est un petit peu compliqué cette question-là. Alors, juste deux remarques très rapides sur la place du jeu dans
dans la société. Il y a le dernier Spielberg, Ready One Player, qui est, je trouve, super, vraiment à voir, qui pose bien la place du jeu dans la société. Et puis, tout à l'heure, monsieur parlait d'autisme. Je me souviens avoir lu qu'il y avait un autiste qui prenait beaucoup de place auprès de ses parents parce qu'il posait des questions en permanence. Et ils avaient trouvé le moyen de mettre Siri en relation avec cet enfant autiste, ce qui a permis de calmer l'enfant et de donner un peu de temps à ses parents. Donc le numérique peut servir évidemment dans le cadre de l'autisme. Alors je ne sais pas si j'ai encore le temps pour poser une question. Et puis, donc les serious games, c'est pour l'apprentissage, donc dans un cadre pédagogique. Je me disais, est-ce que certains sont sur apprendre à apprendre ? C'est un sujet pour l'année prochaine, ça. Alors, effectivement, c'est une façon de faire. Donc, les travaux de recherche que j'ai menés sur le sujet, enfin que j'essaie de mener actuellement, me font dire que je pense qu'on maximise les chances d'atteindre les objectifs pédagogiques associés au dispositif s'il y a un médiateur, une personne qui accompagne la personne qui l'utilise, ne serait-ce que pour savoir comment utiliser le dispositif, et puis ensuite pour voir ce qu'il y a à lire dans le dispositif ou apprendre à le lire, ou identifier des choses qui nous auraient échappé. Donc quand on est dans une logique d'apprendre à apprendre, ça veut dire que le jeu nous servirait à trouver des moyens d'apprendre. Donc c'est une compétence en fait. Pour développer cette compétence, donc on peut a priori le faire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les jeux peuvent aussi englober d'autres jeux. On parle alors de méta-jeux. Au même titre qu'on peut voir comment on peut apprendre à apprendre, on peut aussi jouer à des jeux qui nous font jouer à d'autres types de jeux à l'intérieur de ces jeux, le tout étant un énorme jeu. Exemple type, vous jouez par exemple à un tournoi avec une succession de jeux, et puis vous pouvez aussi avoir un jeu qui est au-dessus de l'ensemble de tous ces petits jeux, qui consiste à dire, si vous parvenez à jouer à tant de jeux en moins de 4 heures, alors vous avez gagné le grand jeu. Vous voyez ? Donc on peut faire des constructions à différents niveaux d'échelle. Donc de la même manière, vous pouvez certainement construire des scénarios pédagogiques qui vous permettraient d'apprendre à apprendre en faisant des jeux, des méta-jeux. Mais je pense qu'on peut difficilement faire l'économie d'avoir des médiateurs qui, à un moment donné, vont vous permettre de débriefer sur ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on se rend compte de plus en plus que l'activité de jeu, si on veut qu'elle ne soit pas diluée, comme le dit Gilles Brougère, c'est-à-dire que le jeu devienne perverti ou devienne autre chose que simplement du jeu, il vaut mieux scinder l'activité de jeu, la laisser pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une activité où on a du plaisir, et dans un second temps, arriver avec la dimension éducative ou d'apprentissage qui va nous permettre, en fait, via le débriefing, de prendre de la distance sur l'activité de jeu, de prendre du recul, de conscientiser ce qu'on a peut-être appris ou les compétences qu'on a travaillées durant l'activité de jeu. C'est ce qu'on appelle opérer une distanciation, c'est-à-dire on prend du recul sur cette activité-là. Donc après, la question, c'est de savoir si on est capable de comprendre qu'on est en mesure d'apprendre et d'apprendre à apprendre. Ça demande ensuite d'avoir une approche qui est, à mon avis, réflexive. C'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus complexe. Je pense que c'est faisable, mais c'est poilu, comme on dirait. Très bien, merci. Donc, alors très court, François, ouais, très court. Donc de toute façon, Gilles Brougère disait effectivement que le serious game prend toute cette dimension pédagogique quand elle est doublée d'une expérience collective de débriefing derrière. Donc c'est clair que
Voilà, c'est jouer tout seul, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'apprend pas effectivement. Mais c'est pas la question. Mais sur la question de l'apprentissage, dans tous nos parcours de licence en alternance, on est en train de monter un parcours apprendre à apprendre pour tous nos alternants en licence et puis en master. Et donc là, on est sur des activités ludiques, effectivement. C'est pas du serious game, mais peu importe. Mais on les amène au travers d'activités ludiques à se questionner sur les manières d'apprendre. Et je ferai juste, mais pas longtemps, Xavier, écho à un serious game qui est à la limite, enfin qui est un design game. C'est une salle immersive qui s'appelle #2038 qu'on a au CNAM, qui est une expérience narrative et immersive où on est mis dans une salle de 25 mètres carrés où du coup on est plongé en 2038 et il y a un scénario de jeu derrière par équipe, etc. Et on fait ça avec nos formateurs. On fait des formations de formateurs, donc c'est pas apprendre à apprendre, mais c'est apprendre à enseigner, apprendre à former, où le mot a été lâché par Julien, on les amène à vivre une expérience réflexive, où ils vivent d'abord quelque chose, en collectif, et ils doivent produire quelque chose, donc qui est la production d'un livrable, et derrière on les amène à se questionner, hors jeu, toujours, sur comment vous avez fait pour produire ce livrable en mode collectif, sans que ce soit du transmissif, du descendant en termes pédagogiques, mais vous avez co-construit quelque chose. Donc on est sur la pédagogie active, sur la co-construction des savoirs. On les amène à se questionner le rôle du médiateur, qui serait l'analogie du formateur, qui est pas le sachant, mais qui est l'accompagnateur, qui est le facilitateur de la production de ce livrable collectif. Et donc on fait l'analogie, on les amène à avoir cette démarche réflexive. Donc oui, l'expérience de jeu peut amener, par du détournement, par une expérience vécue, à se questionner après de façon réflexive, comment vous avez fait pour produire ça individuellement ou collectivement, et se questionner en amenant après de la théorie qui amène à éclairer de façon explicite ce qu'on a vécu. On passe de l'implicite à l'explicite en éclairant la démarche qu'on a vécue. Voilà, merci. Donc merci à tous les deux. Bravo. Merci. Alors, juste pour terminer, donc l'an prochain, le cycle de conférences que nous ferons ici au lieu unique portera sur apprendre et vivre sa citoyenneté, donc tout un programme en traitant des sujets d'actualité qui peuvent éventuellement être sujets à controverse. Voilà, donc c'est ce qu'on traitera l'an prochain. Donc de nouveau ici au lieu unique, donc vraiment un grand merci au lieu unique. D'ailleurs pour mémoire, oui j'ai oublié de le mentionner, mais ici au lieu unique nous avions coproduit une exposition sur les jeux vidéo, donc avec voilà, des tas de thématiques, hein. C'était dans la cour du lieu unique. Voilà, peut-être refera-t-on. Donc cette conférence elle va être mise en ligne comme les autres. Et puis il y aura une conférence supplémentaire qui sera mise en ligne également, qui a été annoncée. C'est un entretien avec François Tadei, donc sur la société apprenante. Et donc en fait nous avons interrogé François Tadei sur le mettre en relation avec les thématiques qu'on a traitées au cours de l'année. Voilà, donc rendez-vous à l'année prochaine. Donc n'hésitez pas aussi à nous laisser vos coordonnées via les petites feuilles d'évaluation, à nous proposer des sujets. Et puis, on se retrouvera bientôt. Et donc, merci Jean-Luc Page aussi pour la captation. Voilà, à bientôt.